Apéro spécial Phoenix Suns. Hashtag on joue le titre. Matisse Bia, il l'avait dit. Et il ment pas, hein. 30 équipes NBA, il y en a 29 qui veulent notre effectif. Hashtag le second Apron, ça fait même pas peur. Hashtag même pas peur. Oh, c'est un tablier. Hein, ouais, clairement. C'est clairement un tablier. Nous sommes là, évidemment, pour l'apéro, que dis-je, le futur grand discours de Alexis Nator. Non, évidemment, on est là sur l'apéro spécial Suns. Ces derniers temps, j'étais énervé quand on faisait des apéros Suns. Ouais. Là, zen. Parfait pour le Curse. Serein, kiffe les matchs, même pas peur du Curse. Le Curse, c'est pour les équipes un peu balbutiantes, genre Thunder ou autre, quoi. Ça va les fans du Thunder? Alors ce petit buzzer, dis donc. Il y a faute ou pas de Westbrook? Westbrook 29 points dans la bouche, dis donc. Ça c'est du Curse. Ça c'est beau, et évidemment vous le savez, il y a plein de franchises qui sont là. Non, non, les fans des Warriors qui disaient non, bon, les Cavs, sur nous. Ils regardent le Curse dans les yeux. Détente, ouais, après on a dit, on verra, on avait pointé des matchs. Oui, si. Et les Warriors, soyez patients mais pas trop, on arrive. La Dub Nation, vous continuez comme ça et vous allez vous prendre un apéro dans la gueule. C'est une menace, évidemment. On est très content de vous retrouver. On continue les petits apéros sur ce début de saison en faisant des focus, notamment sur nos amis les Suns. Il y a plein de sujets dont on a hâte de parler. Pendant que certains, comme Zachary Zaché, cartonnent complètement avec les Hawks. On est content de voir notamment le début de saison de Phoenix. On va en parler en long et en large, car nos amis de l'Arizona démarrent en trombe. On avait fait des 30 privés en 30 jours. On les avait assez bien placés. Ouais, genre 5e ou 4e ou dans ces eaux-là de l'Ouest, quoi. Je sais plus. Moi, je crois que j'aurais donné 49 victoires ou. Je crois qu'ils sont podium 50. Chez lui. Podium chez toi. Bien joué. Bien joué. Il les a vus. En tout cas, toujours est-il, pendant Bastien cherche, les Suns ont, au moment où on fait cette vidéo, un bilan de 7-1. Ils sont à égalité. Ils sont premiers de l'Ouest, mais en un tiebreaker. Voilà, mais ils sont à égalité de bilan avec le Thunder et les Warriors. Et surtout, ils sont à égalité pour le deuxième meilleur bilan de la ligue, puisqu'il n'y a que les Cavs qui ont un meilleur bilan aujourd'hui. J'avais complètement podium, parce que je les ai mis 5e. Voilà, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Combien de wins? Et Alex aussi 5e. J'avais 51 wins et toi 49. Tu vois, voilà. Tout à fait. C'est bien ce qui me semblait. Ça démarre assez bien hein, chez nos amis de Phoenix. En fait, ce qui est intéressant au-delà du bilan comptable, et c'est surtout ça qui nous intéresse dans cette vidéo, d'ailleurs vous avez tous vu le titre, c'est cette sensation assez agréable, et je pense que quand on fera Golden State, on va avoir le même genre de truc, mais Golden State, t'es plus dans une continuité avec un peu de renouveau. Là, les Suns, on a une sensation de, quand tu les regardes jouer, de... Ah, donc en fait, cette équipe qui est bourrée de talent en attaque, elle peut effectivement être une machine smooth, hein, toujours dans leur style, hein, mais smooth, mais assez létale. Et si, voilà, c'est ça. Avec du coaching en NBA, un groupe pouvait bien performer. Ça c'est quand même énorme. Exactement, du coaching, des idées. Eh oui. On va parler, par exemple, hein, on va le mettre sur la table, mais par exemple, Mike Budenholzer, quand il est arrivé, direct, il a dit « Cette équipe, elle shoot hyper bien en mid-range. Par contre, je vous préviens, moi j'ai l'intention de prendre plus de 3 points. » Les Suns étaient une des équipes qui prenait le moins de 3 points l'année dernière, genre 25e en nombre de tentatives à 3 points. Cette année, ils sont 8e, là, sur le début de saison. Et il y a les joueurs pour les mettre. Je veux dire, oui, Booker... ou KD sont des joueurs de mid-range absolument hallucinants. Enfin, si tu les laisses trop ouverts à 3 points, c'est quand même pas idéal, on va dire, tu vois. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc j'aime bien. Il y a plein d'idées de toute façon qu'on va pouvoir développer là-dessus, puisque vous le savez, on va rentrer dans les détails au fur et à mesure, tout ce qu'on a pu observer. Et vous aussi, ce que vous avez observé, parce qu'il y a certains qui ont affronté les Suns, il y en a qui sont fans des Phoenix Suns. Ce qui est sûr et certain, c'est que, comme vous le savez aussi, nous sommes en plein mois de novembre. Et donc, si vous n'avez toujours pas fait ce geste, faites-le. Vous pouvez retrouver dans le premier commentaire le nouveau livre de Trash Talk sur l'équipe de France de basketball, la grande histoire. Il est juste ici. Il est beau, il est bleu, il est magnifique. On l'a montré un peu ? On l'a montré un petit peu, mais vas-y, éclate-toi. Pendant ce temps-là, pendant que tu fais la magnifique présentatrice, je me permets de rappeler donc qu'il est disponible dans toutes vos librairies depuis ce mercredi 6 novembre, que vous pouvez aller le récupérer, qu'on sera en séance dédicace à Paris, à la Fnac des Halles. Petit chapitre écrit le point serré. Exactement. Les ennemis de la patrie. Ah, tout à fait. T'avais pas vu? Si, je sais pas si on voit bien la caméra. On sera ce samedi 9 novembre à la Fnac des Halles pour notamment faire une première séance dédicace. Tout à fait. Vous êtes dans d'autres villes que Paris, nous le sachons, et donc on pourra aussi se ramener dans votre ville. N'hésitez pas à la mentionner dans les commentaires. On est très très contents, très fiers. Et d'ailleurs, merci cœur à celles et ceux qui ont déjà envoyé leurs petites photos sur les réseaux sociaux, qui nous ont tagués dans tous les sens, Instagram, Twitter, Cheminée, MySpace. Ouais, on a eu déjà beaucoup de retours cool de gens qui ont l'objet dans les mains et qui ont commencé à le feuilleter et qui sont contents et qui kiffent.
Avec des légendes des Suns comme Boris Dio. Exactement. Comme Eli Okobo. Eli Okobo, parfaitement. Qui en a de français qui est passé par là? Boris, Eli. Phoenix, on a eu. Est-ce qu'on a eu c'est pas le repère de français, Phoenix. J'aurais dit Boris et Eli, mais il doit peut-être y avoir. Il y a Théo Malédon qui est passé par chez vous. Théo Malédon, il est passé, mais alors dis donc. J'ai dit passé. Ouais, voilà, c'est ça, il est passé. D'autres légendes de l'équipe de France que vous pouvez retrouver évidemment dans ce bouquin, vous pouvez retrouver dans le premier commentaire épinglé, évidemment. Nous allons parler des Suns ? Ouais, on y va. Alors évidemment, on reprend les grandes habitudes. À vous préciser qu'au moment où cette vidéo est tournée, parce qu'elle sera pas tout à fait pareille dans quelques jours et quelques semaines, les Suns sont en tête de la conférence Ouest avec d'autres équipes. 8 matchs joués, 7 victoires. 7 victoires, ils ont gagné leur premier match, ils ont tout de suite perdu le deuxième match à LA chez les Lakers, ça avait gagné à LA chez les Clippers. Mais ensuite, ce qui est assez intéressant d'un point de vue score, c'est que les Suns n'ont pas mis énormément de fessées. Pour vite fait, quoi. Je crois quand même que Portland. Moi j'en ai 0. Pas une fessée, mais genre pas des. Je crois que c'est. Moi j'ai 0 fessée. Oui, non, fessée, mais qui a pris un peu un écart? Non, personne. Non. Personne. Même contre Dallas, c'était bien, mais c'est pas, tu peux pas appeler ça une fessouille. Non, c'était un +12. Mais ce que je veux dire exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de démonstration d'écrabouillage comme quand on a fait la vidéo qui a bien marché pour OKC. On voit bien que ça leur a bien porté. Ou les Cavs. Ou les Cavs, mais surtout on avait dit, tu sais, OKC, on avait dit putain, ils ont tabassé les adversaires, ils ont pris que 2 fois 100 points, machin, tout ça. Non, les Suns, d'ailleurs, on va en parler. Les ratings sont bons. C'est-à-dire que tu as top 10 attaque 10e, je crois, en ratings et 9e défense ou l'inverse. Donc c'est des bons ratings, mais c'est pas les ratings des Cavs ou la meilleure défense de la ligue comme le Thunder ou des ratings de fous furieux de début de saison comme les Warriors ont par exemple. Tu vois, c'est pas ça. Ça écrabouille pas, mais t'es déjà là en train de te dire putain, par contre pour les battre, y a pas intérêt déjà. La grosse différence. J'ai parlé des 3 points. Deuxième grosse différence, tu me dis ce que t'en penses. Mais alors pardon, mais là on est clutch. Ben, c'est là. Et là, la fin de match serré, t'as Booker et KD et Bill qui prennent les ballons, ils savent quoi faire avec. Ah bah putain. C'est la numéro 1 pour moi. C'est la plus grosse différence. C'est-à-dire que évidemment, on va reparler de ce mode de jeu qui est utilisé par Mike Budenholzer. C'est marrant, c'est comme si on avait fait une grosse question de la mort il y a un mois dans les 30 premiers 30 jours. Ah bah complètement. C'était l'idée de voir par rapport à l'effectif qui était utilisé à Phoenix s'il y allait avoir ce changement numérique. T'en as parlé il y a quelques minutes. Les Suns étaient la 25e équipe qui prenait le plus de 3 points. En gros, le ratio, il était simple. Les Suns, dernière, vous aviez une équipe qui prenait, laissez-moi checker, 32, vous prenez 32 tirs à 3 points et 54 tirs à 2 points. Donc, tu vois, il y a un écart de 20 à peu près. C'est-à-dire que t'as 32 tirs à 3 points et 54 tirs à... C'est fou, non? Pardon, excuse-moi. 33 tirs à 3 points, 54 tirs à 2 points. Donc, vous avez cet écart-là. Au bout de quelques matchs, l'équilibre Budenholzer, il se fait. C'était une des questions qu'on se posait dans les 30 premiers 30 jours, puisque au moment où on parle, c'est un petit simple, mais on a 9,5 tirs à 3 points. On a 40 tirs à 3 points et 43-44 tirs à 2 points. Donc cet écart qui était énorme commence à se réguler tout de suite, avec un effectif qui a des sacrés snipers. C'est-à-dire qu'on a le 5e pourcentage de la ligue, hein. Ça shoot à 38,5% en équipe, les Suns. Hein. Tout à fait. À 3 points, hein, je parle. Hein. Mais donc attention. Il n'y a pas de révolution, puisque l'année dernière, vous étiez le combienième pourcentage de l'NBA? Oh, pareil, à peu près. Non, le 5e. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, non, on a littéralement augmenté le volume. Il avait bien dit, Budenholzer, il avait dit, les gars, va falloir prendre plus de 3 points. Donc, c'est pas, tout à fait, donc c'est pas une équipe qui soudainement est devenue extrêmement chaude au shoot. On a vanté les qualités techniques de cette équipe, de cet effectif-là, avec les ajustements de cet été. Avec des surprises, on en parlera de Randon et compagnie. Royce O'Neal démarre formidablement aussi la saison. Et donc, du coup. Même Tyus Jones. Et Tyus Jones, non, mais tout le monde. Oh, Tyus Jones au minimum, les gars. À 3 points, je suis d'accord, c'est une première grosse révolution. Ah, bien sûr. Quel cambriolage on a fait à la draft et à la free agency, mine de rien. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Hein. Ah, ça a très bien. Du coup, ça joue. Ouais, dès le début de saison, t'es là, t'as Tyus Jones, t'as un rookie qui est bon, tu sors Royce O'Neal du banc, t'as un trio de joueurs qui ont été All-Star, voire qui sont encore très largement du niveau All-Star, parce qu'on peut discuter de Bradley Beal, mais Booker et Durant, non, c'est vrai, pas de problème. Booker et Durant quand même, mais limite Booker, il a raté quelques matchs, donc mais il a quand même été joueur de la semaine dernière, donc ça veut dire qu'il a quand même envoyé des saletés. Oui, tout à fait. Sur le point clutch dont tu parles, c'est évidemment une des plus grosses révolutions, puisque l'année dernière, vous étiez la punchline numéro 1 de la NBA. On gagnait pas les matchs. Vous étiez 30e. Les matchs serrés, on gagnait pas. C'était ridicule. Tout le monde vous est rentré dedans, les Spurs, les matchs, tout le monde. Et donc, ce qui est intéressant avec Budenholzer, c'est que de la façon dont
les Spurs, c'est pas quoi, les Suns gèrent le clutch cette saison. Donc on voit bien que c'est un coach d'expérience. On voit bien qu'il avait bien travaillé, bien analysé et qu'il connaît bien son personnel. Bref, qu'il a fait son travail de coach qui arrive dans une nouvelle équipe. Mais voilà. Salut, bon, je ne vais pas dire de nom parce qu'on va pas s'énerver. Frank Vogel. Voilà, Frank Vogel, tout à fait. Monty Williams. Où il a dit, c'est sûr, il essaye de les booster pour que ça défende mieux. Ça défend mieux. Phoenix, ça défend un peu mieux. Ça reste une équipe où les efforts de Bradley Beal et de Booker, ou même de Tyus Jones d'ailleurs, en gros les efforts sur la ligne externe sont parfois irréguliers, mais c'est correct, tu vois, et tout. C'est plus ça reste une équipe où t'as Nurkic au pivot, donc Bastien va vous expliquer tout ça, machin, mais c'est vrai que tu souffres un peu, notamment en protection de cercle ou sur certains switches, encore que Budenholzer, il utilise assez intelligemment un 5 un peu faussement small avec des KD ou des gars comme ça qui viennent, où Mason Plumlee est utilisé. Mason Plumlee a bien son petit quart d'heure de jeu par match. Et voilà, donc Budenholzer bricole pour faire en sorte que la défense, 9e rating, donc c'est quand même, ça va. Et ce qui est assez fou, c'est que sans être donc une machine offensive, en revanche, tu sens qu'il y a eu un travail et sur la mentalité et l'approche dans les moments difficiles, et Budenholzer, tu sens qu'il a dit, les gars, là, Kevin, l'idée, c'est que tu sois ouvert à mi-distance, un peu vers la ligne de fond, là où en gros il rate jamais. Kevin Durant, tu vois, le mi-distance, celui-là, il vient de tuer sur un lay-up, il a tué Philly, et sur ce petit shoot mi-distance, il vient de tuer Miami. Pas tout seul, Miami, ça revient de moins combien là, Miami la nuit dernière, là. Il y a des comebacks, il y a un comeback de moins 15 au moins, là, non, contre Miami, non. Miami c'est revenu. Je pense qu'en fin de troisième quart, il y avait moins 16 ou moins 15, un truc comme ça. Donc, ça s'est pas décontenancé, ça a joué, et le mouvement sans ballon, je sais pas ce que t'en penses. Si, mais en fait, moi les trucs qui m'excitent le plus en les voyant, c'est que, tu vois, c'est marrant, le réflexe qu'on a souvent, c'est de parler de KD, mi-distance, tout ça, moi je comprends. Mais, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un coach tu parlais de la compréhension de son personnel et de la compréhension de l'adversaire. Le match contre Philly, c'est un match où il n'y a, excusez-moi du peu, j'adore Gershon Yabusele. J'adore le gars. Il n'y a pas Embiid et il y a soit Gershon, soit Drummond potentiellement, qui sont donc en protection d'arceau. Ça va au cercle. En gros, merci. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que Kevin Durant, pour l'intégralité de l'univers, c'est un joueur qui est inarrêtable à mi-distance. Sauf que quand tu as un coach qui te donne des bonnes consignes, et ça passe par le game winner, et c'est passé par d'autres situations. Bradley aussi, il a bien attaqué le cercle dans ce match. Et Youssouf Nurkic, à qui je donne énormément de critiques souvent, mais lorsque Mike Budenholzer dit « Mon gars, en deuxième mi-temps, il n'y a pas de sécurité intérieure », il y a quoi ? Il y a un double-double énorme de Nurkic, parce qu'ils n'ont pas de réponse en face. Non, le double-double énorme, c'est contre Miami. C'était contre Miami ? Ah là, en tout cas contre Miami, j'ai pas ses stats en tête contre Philly. Je crois qu'il a 15 points, 15 rebonds contre... Voilà, mais contre Miami, il leur met 20-20, non ? Oui, bien sûr. 18-18. Tout à fait. Je sais plus là. Contre Philadelphie, il est à 15 points, 15 rebonds. Voilà, mais je crois qu'il est encore mieux que ça là contre Miami. Il les a tabassés au rebond. Tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le match contre Philly, moi qui m'a vraiment bluffé, ok, c'est les Sixers, il manque du monde et ça. Mais c'est un match que Phoenix perd 8 fois sur 10 l'année dernière. Ah oui. 8 fois sur Miami 10. aussi. Mais tout à fait. Et en fait, là, il y a comprendre son personnel et comprendre ce qu'il y a en face. Un coach qui comprend qu'en face, il n'y a pas de protection d'arceau et de dire à Kevin Durant, je sais que tu aimes le mid-range, mais là, personne ne va t'arrêter, mon gars. Si tu vas à l'arceau, c'est ce qui s'est passé. Et de voir ces éléments-là, je trouve ça formidable parce que, du coup, les coachs entraînent dur leurs joueurs et tu ne peux pas avoir meilleur compliment de la part d'une star d'être coaché intelligemment et dur. Et là, ça se voit. Ça se voit. KD, il n'est pas juste laissé dans ses zones de confort. J'ai rarement vu, je vais te retourner la question, je sais pas toi, mais à titre personnel, j'ai rarement vu KD aller autant à l'arceau sur ce début de saison. Et Booker, ça agresse. Et Booker. J'aime bien aussi ce qu'il a fait, où tu sens que... Moi, c'était une de mes interrogations, donc comme il a choisi de titulariser Beal, c'est pas que je veux pas que Beal soit titulaire, mais quand je voyais le rookie Ryan Dunn et ce qu'il apporte en défense, je me demandais si ça valait pas le coup de sacrifier la titularisation de Bradley Beal, vu que t'as déjà et Booker et KD et t'as Tyus Jones qui peut rentrer les shoots et Nurkic qui est quand même loin d'être un manchot en attaque, t'as de quoi scorer en fait. Bradley Beal pouvait sortir du banc et t'as Ryan Dunn qui vient défendre et on a vu qu'il est capable. J'arrive sur Ryan Dunn. Mais ce que j'aime bien chez Budenholzer, c'est que tu sens qu'il a dit à Bill,
Tu vas être titulaire parce que t'as le niveau, parce que t'as été All-Star, parce que ceci, parce que cela, parce que j'ai pas le choix, tu gagnes. Enfin bref, j'imagine tout ça. Là. Par contre, Bill joue énormément sans ballon. Là où l'année dernière, on était ouais, c'est bien, Bill, il peut créer, il attaque le cercle, il drive. C'est vrai que j'aime bien. Je préfère quand c'est Booker. Désolé. Hein. Je préfère quand c'est Booker. C'est un meilleur passeur tous les jours. Et là, il a mis Booker. Le vrai premier ball handler des Suns, quand il y a et Tyus Jones et Bradley Beal sur le terrain, c'est Devin Booker. Et ça, c'est très, très, très important. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est aussi le meilleur passeur de l'équipe. Peut-être que je m'emballe un peu. Booker, 6 passes. Non, c'est Tyus Jones quand même, qui est presque à 7 passes d'ess, mais le deuxième, c'est Booker, un petit peu plus de 6 passes, et c'est bien, en fait. Et du coup, Booker, ça lui donne l'occasion de prendre les gros écrans de Nurkic. Voir là, on a vu là des petits systèmes où c'est Booker qui vient faire un écran à Kevin Durant ou à Bradley Beal, tu vois. Donc ça, c'est des systèmes qui sont très simples au départ, mais qui deviennent vite des casse-têtes pour le coach adverse, parce que c'est vrai que si tu as Kevin Durant balle en main et que c'est Booker qui, donc, par exemple, te ramène un arrière pour faire l'écran, qui lui, en plus, va switcher, mais se retrouve face à... Budenholzer, vraiment chapeau, parce qu'il arrive avec un vrai playbook qu'il a bien adapté, et qu'il adapte soir par soir et semaine par semaine en fonction de son effectif. Les joueurs adhèrent, je suis d'accord. C'est-à-dire que Bradley Beal, c'est quoi, début de saison, c'est blessure, il est un petit... Il est un tout petit peu blessé à un moment, c'est là que Crayandon joue. C'est là que Crayandon a ce jeu-là. On a fait il y a 3 jours, désolé, même s'ils sont pas concernés par la vidéo, c'est une balle gratuite, on a fait un apéro sur les Bucks il y a 3 jours. Est-ce que tu penses une seule seconde que ça serait venu à un coach qui est du côté de Milwaukee de titulariser un rookie dans une équipe où la timeline, c'est quand même de gagner la... timeline, c'est avant-hier, la timeline des Suns, donc, ça c'est sûr. Ça, c'est pas une timeline à ce niveau-là. Donc être un coach... C'est une time. Exactement, c'est right now. Et c'était même yesterday, si on les écoute. Kevin Durant, il a 36. Absolument. Bill, il a quel âge? Bill, 31, 32, enfin bref. Ouais, tout à fait. Bill, il a 31 ans. Il est passé à 30, ouais. Si tu es les Bucks, on les a tapés, on a tapé Doc Rivers. Au lieu de taper sur les gros noms. Par exemple, on a à peine mentionné de Royce O'Neal, par exemple. Royce O'Neal, on a vu ce qui s'est passé l'année dernière sur l'acquisition en deuxième partie de saison. Crois-tu combien de coachs auraient vu la blessure de Bradley Beal et auraient tout de suite intégré Royce O'Neal dans le 5 majeur? Non, parce que Royce O'Neal, vous allez me dire les fans des Suns, mais ce qu'il fait en sortie de banc sur le début de saison, c'est vachement bien. Ouais, et il a un rôle précis. Il aurait pu intégrer Royce O'Neal, il aurait pu intégrer Grayson Allen aussi. Oui, tout à fait. Grayson Allen qui était titulaire l'année dernière, qui cette année sort du banc et qui joue. Ça se passe. Sauf que tout le monde connaît son rôle. Ouais. Et donc, moi je trouve ça formidable qu'on voit toute la patte Budenholzer, parce que là, c'est le titre, c'est l'effet Budenholzer, on voit ce qui est en train de se mettre en place. Comme tu l'as dit, il y a des vraies marges de progression offensive, je trouve. Défensivement, pour moi, c'est pas que vous êtes à un plafond, mais c'est déjà très très bien pour ce que vous avez. Donc si les Suns sont top 10 défense de la saison régulière, qu'est-ce que tu veux dire? Bravo. Ça va. Moi, bravo. Et gros danger pour les autres. Oui, tout à fait. Gros danger pour les autres parce que honnêtement, les Suns sont la 10e attaque aujourd'hui en rating offensif sur un sample évidemment assez petit, mais clairement, pour avoir vu les matchs des Suns, alors autant je suis content de la réussite au tir de certains joueurs, je le suis beaucoup moins sur d'autres, par exemple, je pense que... Booker peut. Comment ? T'inquiète, Booker peut améliorer son début de saison. Booker peut améliorer sa réussite au tir. Kevin Durant, par contre, il est chaud comme une braise. Bradley Beal peut aller chercher plus de lancers. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Et surtout, là, par exemple, il avait dit, Budenholzer, qu'il voulait aussi exploiter Nurkic et son jeu de passe qui est pas dégueu, tu vois. Là, il peut pas trop encore parce qu'il y a encore, ça manque de mouvement et tout, mais on sent que ça vient. Donc je pense que ces Suns peuvent mieux attaquer s'ils continuent à défendre comme ça et qu'ils arrivent à rester dans les matchs. Là, pour le coup, c'est limite l'inverse de l'année dernière. C'est-à-dire que maintenant, si t'es là, que t'es devant les Suns, mais qu'en fait, t'arrives dans les 5 dernières minutes, t'as que 4 points d'avance, t'es là, tu fais merde, j'ai que 4 points d'avance, putain. Et c'est absolument ce dont on a parlé pendant les 30 previews. Pendant les 30 previews, c'était cette perspective-là. Si on avait dit, si le groupe arrive à trouver ses rôles et qu'il y a un changement au niveau de la physionomie, la philosophie même de jeu, donc équilibre 3 points, 2 points, la phrase qu'on s'était dit droit dans les yeux, Alex, c'était si on se retrouve dans le Money Time avec KD et Booker, on aura grave les armes pour. Budenholzer n'aura pas de souci à se faire. Ça se voit au bout de 8 matchs. Là, contre Miami, la nuit dernière, à 5 minutes de... Donc c'est un gros comeback. En fin de troisième quart, il y a un écart vraiment sérieux pour Miami dans les 15-16. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'est là. Ensuite, Phoenix grignote et fait un comeback. T'arrives plus ou moins à égalité à 5 minutes de la fin. Sur les 5 dernières minutes de la fin,
un coup Booker, un coup Bill, un coup KD, la défense de Miami, qui est quand même normalement une défense chiante, une défense sérieuse, maligne, tactique, tout ce que tu veux, rien pu faire. Rien pu faire, on score. Voilà, merci. Et ça, c'est bien. Oui. Parce qu'au basketball, mettre des paniers, voilà, vous connaissez la grande analyse. Toujours, vous savez, mettre des paniers, c'est bien. Mettre des paniers, ça aide. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre évidemment de... Donc non, il y a beaucoup de points positifs. Vas-y. J'ai une grosse interrogation. C'est-à-dire que là, on a déployé tout Moi, ce j'en ai plusieurs. T'en as plusieurs ? Ah ouais. Moi, j'en ai une au-dessus de tout. C'est celle qui m'inquiète sur le long terme, mais je pense que Bud l'a bien en tête. C'est que pour le moment, Kevin Durant, il a 39 000 par match. Ouais, même Booker, il est à 37. Et Booker, il a 37. Ouais, voilà, je suis content qu'on en parle tout de suite. En l'état, bravo. T'as gagné les matchs qu'il fallait. Parce que les matchs étaient serrés aussi. Très bien. Il va falloir mettre des branlées. Quoi. Mais là, il va falloir, mettre des branlées, et de deux, savoir si tu peux choisir tes matchs, et est-ce que un soir où Kevin Durant a un orteil, parce qu'en fait, sur le protocole de santé, t'as dit qu'il n'était pas là parce qu'il peut un peu souffler, est-ce que tu peux faire confiance quand même à Devin Booker 2017 avec Royce O'Neal, Bradley Beal, Tyus Jones et Nurkic? Merde, faut gagner des matchs. Merde, c'est ça. D'accord. C'est que si tu veux, moi je comprends, c'est bien de battre les Sixers, notamment c'était le match. C'est bien avec pour démarrer. Et tout. C'est bien pour démarrer la saison. Ces matchs-là, il faudrait aussi apprendre à les gagner sans qu'il y ait le full effectif à 40 minutes. Enfin, en tout cas, les grands. Moi, j'avoue, celle-là, c'est ma première interrogation. Je te laisse déployer les autres, mais moi, la première, c'est 39 minutes. C'est pas une de jeu interrogation, pour KD. c'est une petite crainte. Interrogation future. C'est une crainte. Ouais. On parle quand même d'un joueur qui vient d'avoir 36 ans, Putain, qui s'est fait le tendon d'Achille. Ok, il score, il est trop fort, on est tous d'accord là-dessus, mais putain. Et on l'a bien sûr, et on l'a vu sur la fin de saison de Boston, saison régulière, alors qu'ils ont des gars plus jeunes. T'es content de les reposer les tiens, parce qu'ils vont avoir des matchs. Vas-y, Peyton Pritchard, défonce-nous la défense de je sais pas qui, donc tu reposes les gars. KD ne peut pas arriver fatigou le 15 avril. Fatigou, ça pas blessé surtout. Ouais. Et il a un historique, donc faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Il y a eu un été plein. Hein, on s'en fout qu'il soit All-Star. T'es à Paris. On s'en fout. S'il rate des matchs ou quoi, il n'y a pas de problème. Même Booker. Hein. Parce que Booker, il se blesse aussi. Hein. En fait, t'as 3 gros joueurs stars un peu injury prone. Là, ça va. Tu vois. Donc là, ça démarre la saison, ça va. Ouais, moi j'ai ça, évidemment, les minutes, évidemment. Maintenant, on est encore loin du compte, il y a beaucoup de matchs à jouer, donc Budenholzer, si nous on y pense, Budenholzer et son staff, avec les 800 ordinateurs et les 12 mecs, machin et tout, ils y pensent. T'es d'accord ? Tout à fait. Hein. Le deuxième truc auquel ils doivent penser, et j'espère bien que ça va bien se passer, c'est qu'on a vu ces dernières années un Phoenix qui, dès que ça part un peu comme on veut pas, et bim, on y va, on balance des trades, machin, un truc. Là, j'ai vu déjà des premières rumeurs après des matchs défensifs un peu douteux de Nurkic, gagnés quand même par les Suns, mais où il avait été un peu dit. Tout de suite, c'était genre, oui, les Suns, ils peuvent trouver mieux, il y a moyen de travailler, s'ils avaient un vrai rim runner au pivot. Je dis pas que c'est pas vrai sur le papier, mais là, ça reste du papier. Et là, pour l'instant, sur le terrain, tu gagnes. Tu gagnes alors qu'on vient de dire que tu attaques pas forcément au top encore. Donc ce que j'espère, moi c'est une de mes interrogations, c'est est-ce que Ishbia va rester quand même calmos et va pas nous faire un plan genre je te mets Okogie plus Nurkic et je récupère un tel et un tel. Non pas que sur le papier il aurait pas raison, mais là je pense que là il faut laisser, là il faut comment il dit dans le film, dans la vérité, laisser sa chance au produit là. Là t'as une équipe là, c'est dans La Vérité si je mens. Tout à fait. Là, tu as une équipe qui démarre bien. Donc, faut voir, hein, ça se trouve, on va arriver mi-janvier, en fait, le bilan sera négatif et la discussion sera tout autre. Non, mais je pense pas. moi non plus. Mais si tu continues à jouer comme ça, et donc tu vas être dangereux, tu vas gagner des matchs, tu vas être un peu clutch, hop, tu reposes un petit Kevin Durant, machin et tout. Oui, je suis d'accord. Youssouf Nurkic, de temps en temps, là, sur des switches ou des protections de cercle, moi aussi, hein, je suis devant les matchs des Suns, je fais, putain... Quand même, le mec, il est quand même allé tranquille au cercle. Alors, non seulement Booker se fait passer, il fait pas l'effort, mais après, c'est vrai que derrière, c'est les portes du saloon et tout. Je l'entends. Mais, il y a un truc, faut pas négliger le groupe. Et quand tu regardes les matchs des Suns, tu vois bien que Nurkic, il s'entend bien avec KD, avec Booker, et qu'il leur fait les passes, et qu'il vient se tabasser au rebond et tout. Et moi, je dis, ça vaut peut-être le coup d'avoir une protection de cercle pas si folle, et de, pour une fois, Matisse Bia, s'il te plaît, ne pas péter le groupe. Alors, en novembre... Voilà, j'aimerais bien. Alors, en novembre, j'entends. Bah oui, là, on est en novembre, je dis ça en novembre. Par contre, je crois que j'avais posé la question dans les 30 premiers jours, et je le refais ici maintenant, que ce soit par le début de saison que vous faites, soit par les dépenses que vous faites, soit par l'âge de certaines de vos stars, pour ne pas citer Kevin Durant, vous souhaitez jouer le titre. Évidemment. Bon.
Tu sais ma pensée vis-à-vis de Youssouf notamment, ce n'est pas qu'une affaire à lui. Non mais il joue 24 minutes. Oui, tout à fait, mais moi en l'état, là, si demain il y avait des playoffs qui débarquaient et que votre ligne intérieure c'était Nurkic, Plumlee, bravo pour votre saison régulière. Oui. Sincèrement. Je suis d'accord. Donc pas maintenant du tout pour péter, mais si en décembre et en janvier, il commençait à avoir des noms qui s'avèrent être disponibles plus que ce qu'on pensait et que ça peut représenter des options, moi je les entretiendrai, en tout cas je les regarderai de très près. Parce que cette traction-là intérieure, il y a un moment où ça va péter. Moi, en avril-mai. Oui, mais dans ce cas-là, je préférerais que tu fasses un truc un peu à la Dallas, c'est-à-dire que tu vas pas changer ton pivot, tu vas bricoler pour rajouter un pivot dans ton effectif. Ils avaient Lively qui était pas mal, ils avaient Dwight Powell, ils en avaient marre, et ils ont rajouté Gafford. Ils ont changé leur rotation à Dallas. Oui, mais ils ont rajouté Gafford. Ils ont changé leurs 5 majeurs. Ils ont mis un... Oui, bien sûr, mais Nurkic, il joue 24 minutes. De toute façon, Nurkic, il jouera jamais 36 minutes par match. Non, même pas 24, mais... Il joue 24, là. Tout à fait. Là, il joue 24 chacun, là, il Gafford plus ou moins. Tout à fait. Mais c'est pas pour faire une fixette sur Nurkic, c'est Nurkic Plumlee, et qu'en fait, tes minutes de pivot, il faut qu'elles soient améliorées, en termes défensifs. Oui. Vous pouvez pas. Et l'exemple de Dallas est très très bon. Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui est dans une mauvaise situation. Je vais essayer de trouver, je sais pas, tu veux pas Capella, tiens? Si, je veux bien, mais Capella, c'est un peu compliqué à trader pour Phoenix. Hein. T'inquiète. Faut filer Nurkic, du coup. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est pas filer Nurkic. Ah ouais? Oui, j'aimerais bien ne pas filer Nurkic. Oui. Je le dis. Je sais pas, il s'entendait bien avec Lillard et McCollum. Et alors c'est bon pour le groupe, mais bon. Oui, mais c'est Lillard et McCollum, c'est pas du niveau de Booker Durant, hein, pardon. Je vous souhaite d'aller en finale de conf. Ouais, voilà. Ah ben bien sûr. Parce qu'ils l'ont fait avec les deux pépères. Hein. Ils l'ont fait. Après, avec Booker, t'avais Ayton, qui était un pivot plus défensif. Oui, tout à fait. Mais t'es allé en finale NBA. Il y a des choses à faire. T'avais pas KD. Donc, en fait, ce que je suis juste en train de dire, je suis pas en train de dire, genre, évidemment que Nurkic est un pivot qui t'emmène loin en playoff. Pas du tout. Loin de moi cette idée. D'ailleurs, dès la régulière, pour gagner des matchs, et il finit pas forcément les matchs, hein, le Nurkic. Hein. Va choper Robert Williams. Ouais, voilà, mais le problème, c'est que lui, il joue même pas 24 minutes par match. Lui, il joue 8 minutes par match. Lui, je prends 8 minutes de Robert Williams en playoff devant à la place de celle de Plumlee, peut-être. Ouais, ou de Youssouf. En fait, à voir. Ouais. En fait, à voir comment tu peux t'organiser. Mais de toute façon, en gros, voilà, ce que je veux juste dire, c'est que pour une fois, laissons un peu de temps au truc pour, quand il y aura un choix à faire, si tant est qu'il y en ait un, qu'on sache exactement quel choix faire. Que ça soit évident. Ça m'a l'air en tout cas là assez évident. C'est que le 9e rating défensif, là, c'est formidable, on vient de se serrer la main. Si vous continuez à progresser défensivement, on est en train de dépasser théorème de Pythagore, loi de Newton et tout. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. Si avec l'effectif que là... Mais avec le 9e rating défensif, tu peux aller loin en playoff, c'est une grosse attaque. Hein. Tu peux tout à fait aller loin. Mais c'est le 9e rating défensif là, au bout de 2 semaines Moi, de compétition. c'est plus ça que je veux voir. C'est pour ça que je veux bien laisser du temps. Et tout à fait, on va mieux analyser la chose à mi-janvier. Mais donc, en gros, c'est ça mon interrogation, c'est... Jusqu'à quand Phoenix maintient cet effectif? Est-ce qu'ils maintiennent cet effectif toute la saison jusqu'au bout? Soit parce qu'ils sont contents, soit parce qu'aussi il n'y a pas les opportunités qu'ils veulent. Hein, tu vois, à un moment donné. Parce que le problème, c'est que Phoenix n'a aucune flexibilité. Hein, donc c'est un joueur contre un joueur, tu peux pas agréger les joueurs dans les trades. C'est pour ça que Okogie a eu un contrat qu'on a tous trouvé un peu cher, mais en fait c'est juste un contrat tactique. Okogie, je crois, il a eu 16 millions sur 2 ans, 2 fois 8. Et donc c'est un contrat entre guillemets, c'est pas ça? T'as les contrats sous les yeux? Okogie, ouais, il a eu 16 millions sur 2. Donc c'est un contrat, tu vois, il joue pas Okogie, je sais même pas. On l'a vu sur le terrain Okogie cette année chez les Suns, je suis pas sûr. Hein. J'ai pas souvenir. Okogie, il a pas encore joué. Je pense pas qu'il ait joué, ouais, voilà. Donc clairement, Okogie, il a pas été signé pour jouer en fait. Il a été signé pour éventuellement faire partie d'un trade. Tu vois. Pas de souci de santé? Peut-être. M'étonnerait, mais bon, en tout cas, il y a 0 minutes. S'il a été prolongé 2 ans et qu'il y a 0 minutes, quand même, il y a un œuf pourri dans le ramen. Peut-être que Budenholzer, il préfère Ryan Dunn. Hein. Tout à fait. Il préfère Ryan Dunn, il y a Grayson Allen, il y a Royce O'Neal. Il n'y a pas super besoin d'Okogie. Hein. Non, bien sûr. Tu veux voir, moi, juste avant que la saison démarre, je crois que c'est le Gérard d'Or. Faudrait que je ressorte la séquence. Vous me direz, les fans des Suns. Mais je crois que j'avais fait évidemment un Gérard d'Or sur Youssouf Nurkic, où je parlais du fait qu'il y avait des possibilités avec lui offensivement, mais que je crains, lorsqu'on va se ramener aux côtés de choses sérieuses, que ce soit trop léger.
Voilà. Moi, j'en suis là. Okogie, il est pas sur l'injury report. Hein. Pour moi, il est hors rotation dans la tête de Bud. Pour moi. Et de manière logique. C'était déjà un peu prévu. Du coup, on a été surpris quand il a eu 16 millions sur 2 ans. Mais en fait, c'est une histoire de cap. Je connais plus le détail exact, mais je crois que les Suns, à cause du second apron, ils ne peuvent pas agréger, ils peuvent pas mettre 2 joueurs dans un trade. Donc le fait d'avoir Okogie à 2x8, ça te permet d'aller chercher un mec à peu près à 16 millions. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Plutôt que de l'avoir au minimum vet où tu es obligé d'aller contre des mecs au minimum. C'est ça que je veux dire. Il va falloir fouiller dans les clauses avec le second apron de ce que vous pouvez faire, ne pas faire. Mais je pense qu'il y a des gars. Je serais hyper chaud qu'on fasse un apéro dans 2 mois là et qu'on dise ah bordel, c'est un beau début de saison et maintenant vous avez ajouté ou Robert Williams ou Clint Capella là en rotation supplémentaire parce que vous étiez nul en protection intérieure derrière un écran et en fait maintenant quand on se ramène au mois de mai, c'est chiant pour Lively, c'est chiant pour Jokic, c'est chiant pour ces gars-là parce que là en l'état, j'aime bien le début de saison, Kumbaya, mais c'est une interrogation défensive. Je trouve. Bien sûr. Interrogation défensive et puis interrogation sur parce qu'en attaque, il aura des résultats, jusqu'à quand c'est cet équilibre qui est en train de se construire, jusqu'où il peut t'emmener et combien de temps il tient vraiment. Qu'est-ce qui va se passer quand les Suns vont perdre 2 matchs de suite si ça leur arrive, tu vois ce que je veux dire? On va voir, non mais je veux bien voir. Comment? Ça va le faire, non? Ouais, je pense aussi, il y a des joueurs d'expérience qui en ont vu d'autres hein. Ouais. Mais c'est juste ça, je veux bien voir un peu. T'avais d'autres interrogations ou pas? Parce que tu disais que t'en avais plusieurs. Donc j'avais KD minutes. Les minutes de KD et de Booker. Ouais. J'avais comment l'effectif va être géré au cours de l'année, ok. Et ma 3e interrogation, et ça je suis sûr que ça va arriver, donc je suis très curieux de voir. KD va pas jouer 79 matchs sur 82, il va se blesser, on le sait. Booker aussi, il va y avoir un petit bobo, un petit machin. Ça leur arrive quasiment tous les ans, hein, tu regardes leur historique et tout. Comment l'équipe joue? Genre, comment l'équipe joue? Est-ce qu'elle joue plus sur Bill? Est-ce qu'elle joue plus sur Tyus Jones? Comment Bud gère ses rotations? Comment t'es titulaire? Parce que là, on a eu... Bon, il y a eu un peu de Bradley Beal pas là, mais sinon, on a eu nos 3 stars sur le terrain et tout, bien et tout, machin, prêt à jouer. Donc, je veux bien voir comment cette équipe évolue quand il y a des petits pépins. Voire des plus gros. Normalement... franchement, interrogation. Oui, bien sûr, mais normalement, si on suit l'historique de Bud, et moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi là-dessus, même si c'était il y a quelques années... Je suis d'accord. C'est que si on lui dit demain, il te manque KD et Bill, mais en fait t'as Booker et des gars autour, et on est en déplacement je sais pas où, ils vont pas prendre 39 tirs à 3 points, ils vont en prendre 53. Et tu vas avoir des matchs gagnés comme ça parce qu'ils vont dire ah pétard, ça a bien ciblé, ils ont pris chaud, et en fait il y avait rien à faire en face, ils avaient mal scouté les Suns, du coup ils en ont profité. Je pense que Bud, qui est d'ailleurs un excellent coach, ça se voit très fort à la fin de la saison. Titre, hein. Oui, tout à fait. Et puis même avant ça. 4 All-Stars aux Hawks. Hein. Ouais, et puis avant ça, 4 All-Stars. Kyle Korver a été All-Star. Non, mais les Hawks ont une saison à 60 victoires. Et puis même après ça. C'est là où il y a Kyle Korver All-Star avec Jeff Teague. Oui, tout à fait. C'est Korver, Teague, Horford et Paul Millsap. Et même au-delà de ça, parce qu'on garde tout le temps les saisons, il y a des high caps, mais au-delà du titre, ça a emmené les Bucks en finale de conf. Il y a eu des galères, mais il s'est bien rattrapé. Donc non, c'est un excellent coach. Je vois l'interrogation. Il va y avoir des matchs blessés, avec des cadres qui sont blessés. Il va s'ajuster. Preuve étant, vous avez déjà montré à quoi ça ressemblait quand Bill n'est pas là. Et les choix sont excellents. Bill, c'est le moins grave des 3, quoi. Sur le papier, oui. Oh, quand même. Sur le papier, oui. Absolument. Même personne. Jeu, je pense, même sur le terrain. Quand je dis sur le papier, c'est évident pour tout le monde placardé. Bill est le moins important des 3. Mais si tu enlèves KD, son rôle sera bumpé. Il sera le premier à être content d'avoir plus de responsabilités offensives et contester Embiid en fin de match. Et je me fais pas trop de doutes. J'ai un peu plus d'interrogation. Disons que je comprends l'interrogation que tu as, mais je la mets bien 3e parce que les minutes de KD et la défense, vraiment quand ça va commencer à chauffer, ça, moi, c'est tout en haut de la liste. Tout en haut. Et mettre des vrais branlés, là, prochainement. Il y a de la progression offensive, il le faut des branlés parce que là, c'est bien, hein, vous êtes à 5-0 dans les matchs clutch cette saison. 5 matchs clutch, 5-0, super. Vous n'allez pas nous faire 33 matchs clutch, 33 matchs clutch, 33-0. T'as joué un match clutch contre Philadelphie qui n'avait pas Embiid, donc quand même. Oui, voilà. Miami, ok. Mais t'as joué Philadelphie qui n'avait pas Embiid, t'as battu, Portland, un peu clutch, t'as battu les Clippers en overtime, en ouverture de saison. À la fin, il y avait 3 points d'écart. Hein, ouais, bien sûr. Quand c'est revenu un peu à la fin. Non, bien sûr. Bon. Donc t'as pas... Enfin, je veux dire, le calendrier, je dis pas qu'il a été facile, mais il n'était pas non plus de ouf. Par exemple, je dis n'importe quoi, transition formidable. Vas-y, envoie le calendrier à venir. Prochain match, c'est contre qui? Je sais pas.
J'ai pas en tête le calendrier. Mesdames et messieurs, rendez-vous vendredi soir pour un petit match de basket entre les Mavs et les Suns à Dallas. Ah, revanche. Alors ça, on s'aime pas. C'est ça qui est bien. C'est que... Mavs Suns à Dallas, ça c'est must watch. Ouais, Absolument. grave. Dimanche, contre Sacramento à la maison. Ok, match intéressant aussi, ça, hein. Tu vas à Dallas, tu joues les Kings à la maison. C'est intéressant, les Kings sont chauds, hein. Oui. Ensuite, petit road trip de 4 matchs. Attention les 4 matchs. Le premier, tu vas à Utah. Bon. Ça, normalement... Sur un malentendu, voilà. La Mais salle de bain de la NBA, quand même, cette année. Tout à fait. Mais après, mon gars, prépare-toi. Parce que t'es en back-to-back, tu vas à Sacramento. Relou. Ensuite, tu vas à OKC. Et ensuite, tu vas à Minnesota. Donc là, il y a de la belle pâtée. Il y a intérêt à ce que vous soyez clutch. Ça va jouer dur et tout. Et que ça Donc, joue. tu vois, ça me dérange pas si à Utah, KD, il a une petite Nice Hornets et qu'il joue pas, quoi. Surtout que c'est un back-to-back Hein, derrière. T'es d'accord? C'est Utah. Le lendemain, comme ça, il peut jouer. Ensuite, tu vas à Sacramento. Oui, voilà, c'est pour ça. Tout à fait. Donc il va falloir faire gaffe. Tu vas à Dallas, tu joues Sacramento. Tu vas à Utah, tu vas à Sacramento, tu vas à OKC, tu vas à Minnesota. Et quand tu rentres à la maison, tu as une belle 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs à C'est domicile. bien. Et sur les 6 matchs à domicile, vous avez Orlando. Pas Orlando Banchero. qui a perdu quand même Banchero, ouais. Vous accueillez les Knicks. Hein, Jalen Brunson, t'en souviens à Phoenix? Ouais, il est Vous en relou. avez collé 50, un truc comme ça. Vous accueillez les Lakers. Ouais. Vous accueillez les Nets. Vous accueillez les Warriors. Puis les Spurs. Ok. Donc là, on a vu un très beau début de saison en 8 matchs. Vous êtes plus clutch. Ça joue mieux à l'arceau. Vous prenez plus de 3 points. L'effet Budenholzer est complet. Voyons au bout de 20 matchs ce que ça donne vraiment. C'est ça, exactement. Est-ce qu'au bout de 20 matchs, ils vont être en 15-5, Oui. tu vois? Ou est-ce que ça va revenir un peu sur terre et tu vas être en fait laborieusement en 12-8 ou 11-9, quoi. Donc là, on C'est va en ça. perdre beaucoup, quoi. Sur les 7 matchs, peut-être que c'est une évidence pour certains, pas forcément pour moi, mais à toi de me dire. Quelle est, qui te vient à la tête là, la statement win des Suns? Le Thunder? Non, sur les 8 matchs que vous avez joués sur les Ah, saisons. ceux qui sont déjà joués? Oui. Le dernier, la Miami. Pour moi. Parce que Miami est une équipe chiante à jouer, on le sait. Une équipe sérieuse. Plus que Dallas? Pardon, je te coupe, hein, mais vas-y, équipe Ouais, sérieuse. non, j'avoue. Non, Dallas aussi. Mais plus Miami pour moi. Plus Miami parce que Dallas, c'était vraiment le troisième match de la saison. Personne n'est encore prêt et tout, personne n'est chaud. C'est un match important, on n'aime pas Dallas, Doncic, chambre Booker, gna, tout ça, 2022 et encore dans les têtes, tout évidemment. Mais pour moi, Miami est plus un statement win, dans le sens, revenir de 15 points contre le Heat, c'est pas forcément une chose facile. Et après, la gestion du clutch, je l'ai vraiment trouvé Ah, j'ai kiffé, quoi. J'étais là, genre, ah ouais, ah, trop bien. Ah ouais, Booker, il a lâche. J'étais là, genre, ah ouais, Bill est tout seul. Ah, trop bien, Bill est tout seul, tu vois. Et le dernier shoot de Durant, enfin, franchement, non, Miami pour moi. Miami, c'est le match vraiment qui fait plaisir. Le statement. Cette victoire en 8 matchs pour nos amis les Suns, évidemment, fans de Phoenix, dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Parce Et que là, dans c'est les, un très, dans très les beau. matchs à venir, ce serait le Thunder. Et le match à venir, ce On sera va le faire Thunder, le parce que Thunder. là, ok, ici, là, vraiment, si tu y vas et que tu ramènes, attention. C'est ça, voilà, exactement. Et moi, je serais très impressionné si vous gagnez à Sacramento, parce qu'en back-to-back, c'est une galère. Hein. Tu passes de Utah à Sacramento, on a vu avec Minnesota, là, Et qui a puis, pris un avion. Sacramento, ils sont... Ouais, mais c'est une genre de connerie où tu arrives à 4h du matin à l'hôtel, tu travailles. Enfin, les Wolves ont eu ça là récemment. Hein. Je crois qu'ils avaient joué contre Denver, ils se sont pointés à 5h du matin à San Antonio, ils se sont fait battre par les Spurs. Enfin, l'énergie dans les chaussettes, quoi. Bah oui, normal. Attention. Hein. Back-to-back comme ça, c'est un peu relou. Bien sûr. Je regarde juste un dernier truc. Si je dis pas de bêtises, t'as peut-être toi la stat en tête, mais je Ouais. te pose quand même la question. C'est votre meilleur démarrage en. Je crois que c'est un de vos meilleurs démarrages de l'histoire. Le 7-1 Mhm. Impossible, j'ai pas la stat. Je l'avais vu passer et je vais essayer de te la retrouver, mais c'est à égalité avec vos meilleurs démarrages dans l'histoire de la franchise, tout D'accord. simplement. Super. Voilà. Non, Les mais- 3 autres fois où vous l'avez fait, c'était en 80-81, bon. Ça va, ça date. 2000-2001, 2000-2001, ouais, avec quoi, avec Kid et tout là. Ok. et 2009-2010. 2009-2010, ah oui, grosse saison, Nash. Ce sont 3 équipes qui ont tous fini à plus de 50 wins. Oui. Ah bah là, t'es sur un rythme sérieux, hein, 7-1. Très sérieux, tout à fait. Bon, bah c'est bien. Ça change de 1-7. Et on fera bientôt un apéro Sixers, vous inquiétez pas. Ils sont qu'à 1-6, t'es vache. Oui, pardon. T'es vache. C'est comme ça. Bref, fans des Suns, profitez bien, dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Évidemment, on se retrouve très très vite. Et surtout, là, ce vendredi soir, pour le match contre nos amis à Dallas. Des bisous. à la Ciao, ciao. prochaine. Ciao. Ciao.